l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, Louis-Philippe Dubé au micro principal. Cette semaine, en compagnie de Vincent Aubé. Vincent Aubé, un collaborateur très important au Guide de l'auto, un gars avec qui je travaille sur le Guide de l'auto, l'édition papier tous les ans, puis aussi sur le site. Vincent, on est en pleine production du Guide de l'auto 2027. En fait, il reste quelques semaines encore à cette production-là. Il y a toute une équipe derrière qui va travailler sur le montage du livre et tous les textes qu'on a produits, tous les essais qu'on est en train de mettre sur papier. Je peux-tu te dire qu'en ce moment, on commence à rouler un peu sur les vapes parce que c'est beaucoup de travail. Comme chaque année. On les remercie d'ailleurs, ceux qui travaillent en coulisses. Là. On voit souvent les auteurs, mais il y a beaucoup de gens derrière qui font en sorte que ce livre-là est un produit de qualité. Absolument. Oui. Oui, fait que non, c'est vraiment puis Hugues Gonneau, justement, qui est normalement avec nous à l'émission, il y en a plein. Il est plongé. Il est plongé dans le livre. Julien Amado, l'équipe, Dominique même aussi. Dominique, Marie-Odile pour le graphisme, etc. Donc, vraiment, les gens sont en train de... Notre équipe est en train de vous préparer une édition assez spectaculaire, encore une fois, cette année. Mais je voulais le mentionner parce que, justement, je porte mon chandail Check Engine aujourd'hui parce que, justement, là, on travaille... de longues heures durant toutes les semaines, puis aussi avec les voyagements, puis les lancements. Alors, cette semaine, Vincent, on va avoir un bloc actualité et aussi un bloc essai, un peu comme la semaine dernière. On va parler de ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans l'industrie automobile. Puis aussi, on va parler de nos essais. Moi, notamment, le RAM 1500 TRX SRT, que l'embargo est finalement levé, donc je peux en parler. Puis aussi, la Porsche 911 GT3 SC, cabriolet. Et de ton côté, tu vas nous parler du Lotus Eletre. Oui. Et il ne faut non pas dire illettré, mais bien Eletre. Oui. Et puis, Porsche Cayenne électrique turbo, la déclinaison turbo que j'ai eu l'occasion d'essayer aussi. Donc, allez-vous-en pas trop loin parce que ça va être un segment essai haut en couleur. Ce sont des essais qui décoiffent, je pense. Je pense que oui, hein? Oui. De toutes les façons. Si on ajoutait tous les chevaux, toutes les cavaleries de ces véhicules-là, je pense que ça serait quelque chose. Oui. Je n'ai pas fait de l'édition, mais en tout cas, on est au-dessus de 3000. On est dans le beaucoup de chevaux. Le Guide de l'auto. Pour commencer, Vincent, j'aimerais parler de Dongfeng. Parce que... Mais qu'est-ce que Dongfeng? Dongfeng, c'est un manufacturier ou un constructeur chinois. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Dongfeng? Ah ben là, non. Ça veut dire vent de l'Est. Vent de l'Est. Écoute, je vais laisser l'historique de cette marque-là à notre collègue Hugues Gonneau, parce que justement, lui, il en sait pas mal plus. Mais ça prend pas un cours d'histoire pour savoir Vent de l'Est, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'autres constructeurs aussi qui ont des noms qui sont synonymes à des slogans politiques en Chine. C'est très intéressant. On va probablement avoir à reparler. Il y en a qui n'en ont pas, là, comme par exemple Xiaomi. Xiaomi, tu connais Xiaomi, la marque Xiaomi, ça veut dire petit grain de riz en mandarin. Alors ça, c'est moins politique. Oui. Donc, drapeau rouge pour... comment le prononcer? Honki ou Honki? Ouais, c'était... Bon, ça veut dire drapeau rouge, évidemment, donc quelque chose encore qui a rapport avec la Chine. Donc oui, évidemment, ces noms-là nous viennent avec toute une nouvelle culture. Ces constructeurs-là débarquent avec une nouvelle culture. Puis Dongfeng, en fait, a débarqué à Montréal avec quelques modèles pour un peu introduire cette marque-là au Québec, parce que ça va être au Québec qu'elle va mettre pied en premier. C'était dans le Vieux-Port de Montréal. On a emmené 6 modèles, dont 2 modèles qu'on planifie commercialiser quelque part en 2027. C'est intéressant quand même. Je pense que ça va être là que les constructeurs chinois vont devoir travailler. Ils ne sont pas connus ici. Donc, c'est vraiment là que le public... c'est pour ça qu'ils font des opérations médias comme ça, pour se présenter. Mais c'est ça, on a pu découvrir 2 véhicules. Le Nami Box 01 EV.
Un petit, l'équivalent d'un Hyundai Venue en termes de dimension. Oui, c'est comme sous-compact, là, quand même très petit comme véhicule. Véhicule électrique traction, 94 chevaux seulement, 118 livres-pieds de couple, donc on ne parle pas d'un monstre de puissance ici. Oui. Autonomie de 430 km selon le cycle chinois, donc beaucoup moins chez nous. Oui, on parle de 25 à 30 % de moins, là, ça va se rapprocher plus de 300 km. Rendu en hiver, il ne restera plus grand-chose. Bon, mais une petite voiture. Donc, c'est un véhicule urbain, là, même la vitesse maximale, 140 km/h. Ça ressemble au K-Car du Japon un peu. On essaie d'intéresser. Je pense que qu'est-ce que j'ai pas mentionné en entrée de jeu, c'est que d'ici 2027, et le gros chiffre qui rentre sur tous les médias, c'est 35 000 Puis, là, la compagnie est arrivée et a dit, ça va être sous les 35 000 etc., etc. Écoutez, ces véhicules-là, on peut parler du deuxième véhicule, en fait, le Vigo EV, là, qui est un utilitaire compact, un petit peu plus gros. Un petit peu plus performant aussi, là, avec 161 chevaux, 480 km selon le cycle chinois. Toujours. Ça va donner à peu près 350 là, selon. Fait que c'est pas des autonomies qui sont très, très, très intéressantes. Ce sont des véhicules pour tâter le terrain. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on parle du 35 000 parce que justement, c'est l'espèce de cadre de loi là, avec les 49 000 véhicules électriques chinois qui peuvent rentrer au Canada. Selon l'entente. Selon l'entente, ils ne doivent pas être en dessous de 35 000 Sur 5 ans, on a dit que plus de 50 % allaient probablement être à 35 000 au prix d'importation. Il y a beaucoup de flou dans tout ça. Et ça s'est pas clarifié ben depuis. Non. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je le vois un peu comment que ça va se dessiner, c'est qu'on arrive avec ces deux petits véhicules-là qui sont très intéressants, qui pourraient être sous la barre des 35 000 On a présenté 4 autres véhicules qui sont beaucoup plus évolués, plus complexes. Les premiers qui vont arriver, ça va être les plus chers, les mieux équipés, les Edition One. Pas 35 000 ça va être au marché, compétitif, avec les autres qui sont là, 50, 55 000 aller chercher quelque chose qui est éligible aux subventions. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce que les subventions vont être à ce moment-là? Et puis après ça, tranquillement, pas vite, on va soit commercialiser des véhicules moins chers ou dire, finalement, on commercialisera pas ceux qui sont à 35 000 L'histoire automobile nous a appris que c'est déjà arrivé. Avec les autres constructeurs. Tellement de promesses non tenues, là, c'est l'histoire de l'automobile. Évidemment. Donc, mais c'est quand même intéressant parce qu'on regarde ces véhicules-là, puis plus on est capable de les voir, plus on est capable de voir qu'est-ce que ces constructeurs-là sont peut-être capables de faire, puis plus on peut leur donner, nous, et les conducteurs, du feedback, de dire non, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est bon, ça c'est moins bon, alignez-vous un petit peu plus sur ça, parce que justement, quand on parlait de culture en entrée de jeu, ils sont pas familiers là, avec nos besoins nécessairement. T'sais, comme peut-être comme tous les autres constructeurs pensent qu'on veut des gros utilitaires, on veut des petits utilitaires, on veut pas de voitures, on veut-tu des voitures, on veut-tu... donc, c'est un peu comme ça que ça commence. Il y a beaucoup de questions auxquelles ils doivent répondre. Je peux quand même te dire une chose. La qualité de ces voitures-là a progressé de manière fulgurante. Je me rappelle, je suis allé au Salon de Détroit en 2008. Ouais. Et dans le sous-sol du salon, il y avait des véhicules chinois et la qualité était franchement médiocre. 20 ans plus tard, on est ailleurs. Là. Ouais. Puis là, on en reparlera tantôt pour l'essai du Lotus Electra, là, qui est un véhicule d'origine chinoise. Mais revenons à Dongfeng. Là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la garantie qu'ils offrent. As-tu lu ça? Non, j'ai pas vu la garantie. 7 ans, 200 000 kilos. 8 ans, 200 000 kilos pour la batterie. OK. Ce sont des chiffres qui sont intéressants là, pour ceux qui utilisent beaucoup leur véhicule puis qui sont pas trop sûrs de la fiabilité de ces nouveaux produits-là qu'on connaît pas. Ben là, c'est intéressant d'avoir des garanties aussi longues et aussi... Bon, en tout cas, quand VinFast est arrivé, il y avait des grosses garanties aussi. Puis où sont-ils aujourd'hui? Ça a été un petit peu plus difficile pour ce constructeur-là. Ouais. Mais encore là, c'est ça. Ça sera pas le premier constructeur dans les prochains mois qui va faire un peu une sortie comme ça. Ça, c'est un événement avec quelques véhicules. Le processus
d'homologation de ces véhicules-là n'est pas arrivé, n'est pas à terme. Là. On parle de, en quelque part, en 2027, on va arriver avec un véhicule qui est homologué. C'est plus long qu'on peut le croire, homologuer un véhicule selon nos normes. Et puis, ces véhicules-là, ben, il va y avoir une espèce de bras de fer entre les constructeurs chinois, le gouvernement, pour arriver à avoir un produit qui est adapté à nos besoins et à nos critères de sécurité. Et toute la bureaucratie toute la bureaucratie Transport Canada, qui Ressources vient naturelles avec. Canada, c'est ouf. Ouais. Ça doit être un méchant casse-tête en ce moment parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui cognent à la porte du Canada avec 5, 6, 8, 10 modèles chaque. Oui. Tout ça homologué, en plus de tous les nouveaux modèles de tous les constructeurs qu'on connaît. Wow! Écoute, la première moitié de 2025, il y a eu 650 nouveaux véhicules rafraîchis en Chine qui ont vu le jour. C'est exceptionnel. 650 nouveaux véhicules dans une demi-année, là, tu sais, ça serait l'équivalent de 20 peut-être là, en Amérique du Nord pour la même période. Le problème, c'est qu'en Chine, les ventes sont en décroissance en ce moment. Ça stagne. Tout dépendant de la période, là, parce que tu peux faire parler les chiffres, on peut faire parler les chiffres un peu comme on veut, mais il n'y a pas la demande pour tous ces véhicules-là. Donc, les marchés européens, les véhicules, les marchés d'exportation de la Chine sont en grande croissance. C'est des pourcentages extraordinaires pour le marché européen. En Angleterre, où est-ce que j'étais cette semaine pour un événement, on les voit partout. Là. Les gens, les ventes de marques comme Chery, par exemple, sont au quintuple là, de qu'est-ce qu'elles étaient à pareille date. BYD aussi, J.Crew. C'est toutes des marques qui sont en train d'être très agressifs sur le marché européen. Et puis, les Européens, ils répondent beaucoup. Ben, les Européens... L'Union, le UK, là, le Royaume-Uni, pardon. Le Royaume-Uni répond très bien aux véhicules électriques chinois parce que justement, ils ont des conditions très favorables à l'importation. Mais les chiffres, ils sont là extraordinaires là, pour ça. Une note aussi en Angleterre. Les coûts de l'énergie sont très élevés, le coût du pétrole est très élevé, mais même les coûts d'électricité. Je parlais avec un automobiliste là-bas qui avait un véhicule électrique et je lui demandais combien ça coûtait pour une borne de recharge rapide, pour recharger son véhicule sur une borne de recharge rapide. Si ici, par exemple, c'est une borne de 100, 150, là, le circuit électrique, quand même très compétitif, on est à peu près entre 40 et 50 sous le kilowattheure. Là-bas, ça va être $1,50 environ, un petit peu plus que ça. Wow. 70 pence, là, qui est... c'est très dispendieux. Si c'est un véhicule qui a 100 kWh de batterie, là, ça devient très dispendieux. Bon, évidemment, il recharge à la maison, puis s'il recharge à la maison, c'est moins cher qu'un véhicule à essence, mais par contre, c'est toute une autre affaire. Et ils les adorent quand même, leurs véhicules électriques, là, à ce prix-là. Donc, c'est fort intéressant. Puis je fais ce parallèle-là parce que justement, même si la culture est différente au Québec, c'est bien de regarder qu'est-ce qui se passe, comment que les Chinois ont réussi à pénétrer ce marché-là et comment que ça va arriver ici. Peut-être qu'on peut apprendre certaines affaires. Ben, surtout en Europe, où certaines des voitures nous parlent encore au Québec, du moins. Peut-être pas en Amérique du Nord en général, mais les petites voitures, ce qui nous amène peut-être au prochain sujet, en fait. Oui, le sujet de la MG. La MG Go, le concept MG Go. Ouais. Qui a été présenté au Festival de la vitesse Goodwood. Oui. Qui est essentiellement là, une Renault 5 e-Tech ou une Golf GTI électrique ou je pense à une Mini cool comme format pareil, ça. Elle est pour superbe. Ceux qui nous regardent en vidéo, là, c'est tout ce qu'on aime dans une petite sportive ou un petit véhicule de type Golf GTI, de type format là, à haillons qu'on aime beaucoup. Même à l'époque, MG avait une MG Metro qu'on n'a jamais eu ici, mais bon, c'est un véhicule qui existait en Europe. Et franchement, ce concept-là, on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant, mais le design est intéressant. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Canada ou en Amérique du Nord qui souhaiteraient le retour d'MG en Amérique du Nord. C'est une marque qui résonne encore. On passe au Roadster, les fameuses MG. Ah, puis il y en a, là. Il y en a encore. Il y a une culture pour ces voitures-là. D'ailleurs, MG propose le Cyberster, qui est un Roadster électrique très performant. Donc, il y a encore cette histoire autour d'MG.
MG aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Là. Il y a des VUS, il y a des multisegments, il y a des petites citadines. Oui, ben c'est ça. MG, pour faire un peu d'histoire, ça a été racheté par un conglomérat chinois en 2005. Là, SAIC, le Shanghai Automotive Industry Corporation. Exactement. En 2005, on a fait des véhicules de toutes sortes en Chine et là, maintenant, on est en train d'exporter les véhicules électriques au Royaume-Uni notamment, mais on a gardé tout ce qu'on a gardé jusqu'à maintenant de l'essence de MG, c'est le logo. Parce que le reste, les utilitaires ressemblent absolument à rien qu'à ce que MG faisait dans le temps. Non. Il n'y a rien de l'héritage de cette marque-là dans les véhicules. Puis quand je regarde ce concept-là, ben, c'est un petit peu plus encourageant, là, même si on n'est pas dans l'héritage nécessairement, mais on va chercher peut-être le côté fun à conduire finalement qui n'est pas l'utilitaire, comme le MG4 par exemple, le MG5 là, qu'on voit maintenant, que j'ai vu sur les routes du Royaume-Uni. Là. Qui sont des véhicules plus génériques, mais celle-là, elle vise en plein cœur. Là. Je veux dire, le design est franchement réussi, puis on le souhaite que ça traverse chez nous. Qu'est-ce qui est intéressant du côté de chez MG, c'est que, puis que je te parlais des affaires qu'on peut apprendre de la pénétration du marché du Royaume-Uni des véhicules électriques chinois, c'est que le MG4, par exemple, qui est de sa vieille génération, depuis un bon bout de temps, est dû pour une révision. Le MG4 en est déjà depuis un petit bout de temps à sa deuxième génération en Chine, avec une batterie à électrolyte semi-solide, qui est des technologies qui sont très, très, très évoluées, mais MG ne commercialise pas ce véhicule-là au Royaume-Uni avec ces nouvelles technologies-là. Et ça me fascine parce que justement, je me demande, dans tout le surplus de véhicules qu'il y a en Chine, est-ce que nous, on va avoir les vieilles technologies ou est-ce qu'on va avoir les nouvelles technologies? Parce qu'on en parle souvent les Chinois sont à l'avant-garde de certaines technologies de batterie, comme l'électrolyte semi-solide qui est moins inflammable, moins susceptible à être affecté par les conditions météorologiques. Il y a toutes sortes de bénéfices à avoir cette technologie-là. On pourrait bénéficier de ça dans notre climat qui est plus froid. Ouais. Est-ce qu'on va voir ces technologies-là ou on va se faire donner des vieilles technologies, des vieux véhicules, des véhicules qui ont déjà été produits, qui traînent dans des cours en Chine parce que justement, ils sont compétitifs avec les véhicules qu'on a déjà. Et puis là, on peut les écouler dans des nouveaux marchés. C'est une bonne question, là. Pourquoi se forcer? On l'a déjà observé dans le cas des constructeurs traditionnels. Ouais. Je pense à une marque comme Audi qui nous envoie qu'une seule version du Audi Q3 en Amérique du Nord, alors qu'il y en a 5-6 en Europe. C'est ça, parce que c'est celle qui répond juste à notre marché. Puis on ne fait pas d'effort. Qui n'est pas trop bonne, mais qui est égale aux autres, puis qu'on est capable de les vendre. Ça respecte les normes. Tout le monde est content, mais on ne fait pas d'effort. Ouais. C'est peut-être ça qui va se passer. On verra. J'espère pas. On espère que non, mais c'est une possibilité aussi. Ouais, écoute, c'est toute une autre affaire. Puis comme je disais tantôt, le modèle d'affaires de ces constructeurs-là est encore à découvrir. Nos collègues parlaient avec les responsables de la marque, de l'entreprise qui est responsable de l'importation de ces véhicules-là. Puis on sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Modèle d'affaires. Modèle, direct, de vente, concession, comment que le service... Parce que c'est ça qui va charmer le cœur des Québécois. Je pense que si on est capable de répondre aux besoins puis d'adapter la culture, de un, et deux, d'offrir le service. Parce que c'est pour se commettre là-dedans, la garantie qu'on a parlé tantôt, c'est très bon, mais d'offrir le service pour que les gens n'aient pas peur. Parce que déjà, justement, on parle de VinFast, on a une petite difficulté. Là, c'était une nouvelle marque. Là, on va avoir des nouveaux constructeurs qui vont arriver. Il y a Tesla même qui a eu des troubles de service. Là. Au début, oui, absolument. Au début et encore aujourd'hui, j'imagine. Ouais. Donc, tu as raison là-dessus. Le service... et le nerf de la guerre, je pense, pour ces nouveaux constructeurs au Canada. Oui, être capable de faire entretenir le véhicule si on a un problème. Et puis, après ça, viennent le prix. Après ça, peut-être avant ça, viennent le prix, le service. Ça serait un sondage à faire, le service. Puis après ça, est-ce que ces véhicules-là écoutent et collectent nos données? Je pense que c'est la dernière des priorités des acheteurs. Mais c'est un sujet d'actualité pareil. Ça va être quelque chose on n'a pas fini d'aborder non plus. Oh non. On sort un peu d'électrique, Vincent, avec l'Infiniti QX80 Red Sport,
On est ailleurs, là. On est ailleurs. Écoute, le QX80, c'est un des membres du mince portfolio d'Infiniti à l'heure actuelle. La marque de luxe de Nissan en Amérique du Nord. Il y en a 3 maintenant. Il y a 3 véhicules. Le QX60, le 65 qui est une version coupée du QX60 et puis le QX80. Une grosse refonte du côté de chez Nissan, administrative. On veut miser sur le marché nord-américain comme tous les autres constructeurs avec des véhicules qu'on peut vendre de manière un petit peu plus sportive, un peu plus dispendieuse, un peu plus équipée, un peu mieux équipée, pardon. Et le QX80, on s'était pointé au salon SIMA il y a, je pense, c'était l'an dernier, avec un QX80 avec 1000 chevaux pour épater un peu la galerie. On s'attendait à avoir une version Red Sport plus tôt que tard, avec des concepts qui ont été présentés au Salon de l'Auto de Montréal, au Salon de l'Auto de Toronto aussi. Et puis là, on nous dit que ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on ne veut pas simplement mettre des plus gros turbos sur le moteur qu'on a là, ou bien mettre une programmation, ou bien mettre des emblèmes Red Sport. On veut vraiment avoir un véhicule qui est amélioré puis qui va peut-être, et je dis peut-être, rivaliser avec des grandes divisions de performance comme M, AMG, etc. Je pense qu'Infiniti, là, c'est du sérieux, là. Là, c'est fini les choses à demi. Là, c'est plus... En tout cas, tu l'as dit, M, AMG, toutes ces divisions. C'est ça qu'on vise. Hein. C'est sûr qu'on vise. C'est du gros calibre. Là. Puis, il n'y aura pas juste, comme tu disais, le moteur. Le moteur va être gonflé, mais la suspension devra être retravaillée. Ouais. Le freinage, le système d'échappement, je pense que c'est pour ça qu'ils retournent un peu à la table à dessin. Là. En tout cas, peut-être pas la table à dessin, mais ils doivent réajuster certains paramètres pour que le véhicule réponde à ces besoins-là. Donc, on verra. Infiniti nous a promis d'ailleurs une Q50 à boîte manuelle. Donc j'en parle à chaque fois qu'on parle d'Infiniti, je vais en parler de char. La Q50, qui était une vieille voiture, était encore, à mon avis, la meilleure voiture qu'ils offraient chez nous. Ouais. Hey, c'était dépassé, là. Puis à chaque fois que j'embarquais dedans, je trouvais que c'était le confort. OK, bon. La conduite. On se plaignait un peu de la direction qui était un peu simulée. Moi, c'était quelque chose qui ne me dérangeait pas en particulier parce que je regardais ce véhicule-là puis je me disais, est encore... Tu sais, même à ces dernières années, tu es encore d'actualité, pertinente. Une petite berline sportive qu'on pouvait facilement défendre. La sonorité de ce moteur-là, c'était super le fun. Il y avait la version Red Sport, d'ailleurs, qui était... 400 chevaux. Ouais, c'est comme un... Tu sais, c'était comme un du bonbon dans ce temps-là. Et ça le serait encore si Infiniti disait, oui, on va réouvrir, on va aller chercher des gens qui aiment ce segment-là, qui ne veulent pas nécessairement aller vers les utilitaires, puis qu'on pourrait aller chercher quelques parts de marché et refaire un nom. Une image. Surtout une image auprès des enthousiastes, des amateurs de conduite, puis dire, regarde, on ne fait pas juste des utilitaires. Chez Infiniti, on veut vraiment aller chercher l'âme là, de la conduite automobile, puis on peut le faire maintenant avec le marché nord-américain. C'est très cool comme vision, mais est-ce assez? Est-ce payant aussi? Je pense que c'est là où les comptables de la division vont dire « Wow! Ouais. C'est bien beau tout ça, là, mais c'est pas avec quelques ventes de berlines sportives qu'Infiniti va être sauvé. » On le souhaite. On le souhaite. Il y a quelque chose qu'on peut être d'accord, par exemple, c'est que vendre un QX80 à 100 quelques mille piastres Red Sport, ça, c'est pas mal plus payant que vendre une berline. Ah ben c'est pour ça qu'ils font l'exercice. Puis, tu sais, si ça fonctionne, c'est sûr qu'il va y avoir un QX60 Red Sport. Ouais. Le Red Sport, je pense, va être tapissé un peu partout. Parce que la marge de profit est là. Oui, puis on va se coller un peu au modèle de Toyota avec les utilitaires à châssis en échelle du côté de Nissan. On peut en faire du côté de chez Infiniti avec une tonne d'équipement dessus. Ouais. C'est le modèle, puis on peut pas les blâmer parce que c'est ça qui va être populaire dans les prochaines années aux États-Unis. Ça va être ces utilitaires-là un peu plus hors route. Ben là, on parle du QX80 Red Sport qui va être plus sportif, qui essaie de se démarquer, mais on avait présenté aussi un concept qui était plus aventurier, etc. Donc, puis là aussi, il y a des parts de marché à aller chercher. Absolument. On pense à une marque comme GMC qui offre Denali et AT4. 2 angles complètement différents. Ah oui, exactement, donc, c'est un bon exemple. Je pense qu'Infiniti pourrait imiter ce modèle-là. On verra. Mais pour l'instant, c'est Red Sport. Ouais. Puis, mais il va falloir être plus patient, par exemple. 2028. Tu dis, hein? Avant 2028. Donc, il y a plein des affaires qui peuvent arriver jusque-là. Hein? Ouf! Oui. À suivre. À suivre. Un autre petit utilitaire de luxe qui... Hey, ça, là. En fait, le Porsche Macan,
à la fin le Porsche Macan à essence, à la fin de ce mois-ci, la production se termine. Juillet 2026. C'est le dernier qui va... Là, on l'avait annoncé, on en parlait, c'est dommage. Porsche Macan a fracassé des records de vente dans la dernière année. Un véhicule, je pense que c'est le plus populaire là, chez Porsche. Un véhicule que Oliver Bloom a avoué que c'était une erreur de le retirer. Incroyable. Oliver Bloom, qui est le PDG du groupe Volkswagen, là, on s'entend, là, qui a avoué que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça de retirer aussi hâtivement le Porsche Macan à essence. Le Porsche Macan continue en version tout électrique. Évidemment, le nom va rester, mais ça va être version tout électrique. Mais la version à essence, on a annoncé dans les derniers mois qu'on va avoir un remplacement, mais pas avant 2028, lui non plus. Puis il s'appellera pas Macan non plus. Il s'appellera pas Macan. La bonne nouvelle, c'est que ça va rester un peu le même genre de véhicule parce que le Macan actuel était lié au Audi Q5. Ouais. C'était essentiellement un Audi Q5 plus léger et plus sportif, disons-le comme ça. Mm-hmm. Puis ça va être un peu la même chose pour le prochain, mais encore une fois, il va falloir être patient. Puis c'est une mauvaise nouvelle pour Porsche qui a besoin de vente en ce moment. Là. Puis c'est ça qui aurait un peu sauvé les meubles. Puis là, ils vont seulement avoir le Macan électrique pendant 2 ans environ. 2 ans. Ah ouais. Tu sais, un véhicule qui est pas méchant, là, c'est agréable à conduire. Absolument. Mais c'est dispendieux. Tu sais, un Macan, c'est à essence, Macan de base à essence, même un Macan T, là, c'était accessible. Je mets des gros guillemets, pareil, là, quand on mettait les options qu'on voulait dessus, ça devenait moins accessible, mais de base, c'était quelque chose qui était intéressant, tu sais, pour quelqu'un qui veut embarquer dans la marque Porsche. Là, c'était atteignable. C'était ça, là, c'était atteignable parce qu'il n'y avait rien d'autre que... C'était la porte d'entrée, là, littéralement. Là. Oui, même une 718 était plus dispendieuse. Ouais. De toute façon, c'est pas très pratique. Oui. Mais évidemment, c'est ça. Alors, on a vraiment, en tout cas... On avait changé le fusil d'épaule pour aller all-in, si je peux me permettre, dans l'électrification. Puis là, maintenant, on revient un peu sur nos pas. Ce n'est pas une histoire qui est inconnue, là. Qu'est-ce que je viens de dire là? Il y a beaucoup de constructeurs qui font marche arrière et les dommages sont palpables là, dans tous ces constructeurs-là, pratiquement tous ces constructeurs-là. On voit que c'est pas juste Porsche, là. C'est pas une décision singulière de Porsche qui a été mal faite. C'était ça le grand courant et le grand courant a changé de côté. Là. Je pense qu'un des bons exemples cette année, c'est Honda quand ils ont retiré leurs 2 modèles qui étaient sur le point de commencer la production aux États-Unis. Puis, terminé. On tire la plug, trop c'est dispendieux, fini. trop... Ça se vendra pas. Oui, c'est ça. C'est l'histoire du moment dans l'industrie automobile. Là. Parlons brièvement de Berlin pour terminer pour presque terminer notre segment nouvelle, parce que j'ai une autre nouvelle après notre discussion. Chez General Motors, il y a eu un plan qui a été étalé du côté de chez General Motors, puis on ramène l'idée d'une possible berline. Là, c'est toutes des possibilités au conditionnel. Possible berline 2030, chez Chevrolet qui pourrait possiblement porter le nom de Camaro. Quelle histoire! Je n'arrive pas à avaler cette nouvelle-là, mais c'est ce qu'on dit c'est un article qui est paru sur Automotive News, là, notamment. J'ai beaucoup de misère avec le nom Camaro. J'ai pas de misère avec le retour d'une berline, par contre. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui me manque. On l'a vu avec Ford qui a complètement abandonné la voiture. GM en a abandonné une belle poignée. Le Buick est devenu un constructeur de VUS. Oui. Cadillac, qui reste à peu près juste la CT5 comme berline intéressante. Lincoln, Alouette. Là, Lincoln, c'est terminé. Chevrolet, je veux dire, la berline qui reste, c'est un Chevrolet Trax. T'sais, moi, je regarde le Chevrolet Trax, puis je serais tenté de l'appeler Chevrolet Cavalier, là, parce que c'est un VUS, traction, petit moteur économique. Chevrolet a besoin d'une berline, mais qu'elle s'appelle Malibu, Cavalier ou Camaro. Mais Camaro, j'ai de la misère. Mais on sait que la Camaro va revenir. Mais d'en faire une berline, j'ai de la misère avec ça. On l'a vu avec le Mustang Mach-E qui a eu les puristes, c'était comme quoi? Vous avez fait quoi? Un utilitaire avec la Mustang? Ouais. C'est un crime, là. Ah oui, c'est à suivre. J'ai beaucoup de misère avec ça, mais pourquoi on fait ça? C'est dans le département de marketing qu'on se dit, Camaro, c'est emblématique, c'est pas trop vieux.
C'est un nom qui résonne fort. Mais ils ont un catalogue de noms. On peut choisir n'importe quoi. Tu sais. Ils en ont tellement. Ouais, c'est ça. On pourrait amener une Bel Air. Rendu là, c'est peut-être un peu plus vieux. Un peu plus vieux. Plus pour les nostalgiques. Mais Camaro est un nom qui résonne encore. Puis, c'est une voiture qui se vendait encore bien là, face à la Mustang et la Challenger dans les dernières années. Là. Je sais pas. À suivre. C'est ça. J'en prends puis j'en laisse. Là. Ouais. Pas en tout cas, on n'a pas beaucoup de détails à propos de ça. Mais il y a une berline qui s'en vient du côté de Chevrolet, ça c'est sûr. Mais c'est en soi une bonne nouvelle. C'est juste que c'est le sacrilège de prendre le nom de Camaro qui est plus ça qui nous chicote. En fait, je vais aller plus loin. C'est une bonne nouvelle pour les conducteurs qui aiment conduire. Je dis, les VUS, c'est bien beau, là, mais on ne partira pas le débat, là, on va en avoir pour des heures. Mais... On en a encore. Puis les berlines, en général, c'est moins cher. Ouais. Avec les prix de l'automobile qui a grimpé en fou depuis quelques années, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Juste de savoir qu'il y a des berlines qui reviennent. Donc, on se croise les doigts. J'ai un petit ajout à notre segment nouvelle, une nouvelle que j'ai lue au sujet des systèmes d'infodivertissement. Il y a un magazine suédois qui s'appelle Bilagare, recherchez ça s'il vous plaît, qui ont fait une petite étude en 2022 qui ont pris 12 véhicules, dont une Volvo V70 2005 comme véhicule de référence, j'ai lu ça. Sur une piste d'essai fermée. Avec une douzaine de conducteurs, là, évidemment, en demandant aux conducteurs de faire 4 actions assez simples, c'est-à-dire régler la climatisation, changer la station de radio, remettre en zéro l'ordinateur de bord et puis ajuster la luminosité de l'écran. OK? Fait qu'on avait un V70 2005 et puis 11 véhicules de l'année 2022. Et puis, on a découvert que, évidemment, ça demandait 45 secondes de plus à tout le monde pour essayer de faire qu'est-ce qu'on voulait faire comparativement avec la V70 2005. Ça, on le sait en 2000. En fait, la V70, on arrivait à faire ça en 10 secondes, 2005. Et puis après ça, ça prenait jusqu'à 45 secondes. Donc, pas 45 secondes de plus, mais 35 secondes de plus. C'est quand même beaucoup plus de temps. On a répété l'exercice en 2026, tout dernièrement. Ça a été publié là, il y a quelques jours de ça. Et puis, on a fait avec 10 modèles récents, avec un V60. Là, je pense qu'ils ont utilisé un V60 un petit peu plus vieux. Et puis, c'est encore plus long. En fait, la distance parcourue pendant que les gens gossaient avec l'écran central a passé de 756 mètres en 2022 à 813 mètres de distance. Ça prenait 2 secondes de plus. Je suis pas surpris. C'est trop complexe. T'sais? C'est trop complexe. J'ai roulé un Polestar 4 cette semaine. C'est une catastrophe. C'est pour changer la ventilation puis faire certaines commandes. T'sais, on ne demande pas. Puis il y a des constructeurs qui ont allumé commande de ventilation, clic, manuel. Le reste est dans l'écran. Déjà ça, là, tu sais, le volume de la radio, volume knob, la ventilation, la température et ventilateur, ça, là, pour moi, c'est le reste, faites ce que vous voulez, mais gardez quand je trouve qu'il fait trop chaud ou qu'il fait trop froid ou je veux monter le volume de la radio, je veux pas que ça soit une recherche là, universitaire là, dans l'écran central. J'en rajouterais une coupe, moi. Tu sais, l'antipatinage. Tu sais, il y a beaucoup de boutons qui devraient être... je suis désolé, mais il devrait y avoir des normes pour ça. Là. Ouais. Il devrait y avoir un minimum de boutons à bord d'un véhicule. Point. Parce que c'est trop complexe. Ouais. C'est trop complexe. Puis j'ai d'autres exemples. Il y en a des... On a plusieurs exemples. Là, GM avec ses phares qu'il faut allumer dans l'écran. Là. Non. Ouais. Non. Ramener un... Ah oui, c'est vrai, le petit bâtonnet. Là, ouais. Comme dans le temps. Je sonne vieux jeu peut-être. Là. Ouais. Mais c'est plus sécuritaire. Parce que pendant qu'on cherche, on n'a pas les yeux sur la route. Les constructeurs vont te dire qu'il y a des systèmes de sécurité avancés et qui sont capables de pallier à ton manque d'attention. Je veux bien, mais... Mais il n'y a rien qui remplace la bonne vieille attention d'un conducteur. En ce moment, non. Tant qu'il n'y aura pas des voitures autonomes 100% sécuritaires, je suis désolé. En fait, c'est beaucoup plus facile pour les constructeurs de juste mettre tout dans l'écran parce que les commandes physiques, les molettes,
ça coûte de l'argent, ça demande une certaine ergonomie, ça demande une certaine intégration dans une planche de bar. Et on ne peut pas mettre... On peut, mais c'est plus difficile d'intégrer toutes les mêmes commandes dans tous les mêmes véhicules d'un catalogue versus qu'un écran... Mais ça dedans, comme les groupes d'instruments ou les blocs d'instruments, c'est toute la même affaire maintenant, tandis qu'on avait des modèles distingués. Maintenant, c'est tout pas mal la même affaire. Donc, c'est une question d'argent, mais moi, simplement pour l'aspect sécuritaire, je suis désolé, là, mais il faut que ça prend des boutons. J'aime ça quand il y a des publications comme ça qui s'efforcent à faire une étude comme ça qui nous montre un peu qu'on devrait aller dans la direction plus sécuritaire, puis finalement, ça ne l'est pas nécessairement. La bonne nouvelle, c'est que, à l'instar des constructeurs qui disent « Oh, on peut-être pas tout électrique, qu'on revient au modèle essence ou hybride », les constructeurs aussi veulent revenir à des boutons. Là. Oui. Audi l'a annoncé. Hyundai aussi. Hyundai. Tu sais, donc, il y a de l'espoir, puis c'est notre job, en tant que chroniqueur automobile, de leur dire que ça marche pas. Et je le répète, Polestar, ramenez des boutons, s'il vous plaît. c'est trop complexe. En tout cas. Sur ce, passons au segment essai avec le TRX, la 911 GT3 SC, le Electra et le Cayenne Turbo électrique. Restez là. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Vincent, cette semaine, je vais te parler d'un monstre, un dinosaure qui a été réanimé. Un TRX. Ouais, le Ram 1500 TRX SRT 2027, parce que maintenant, le Ram 1500 TRX est sous la bannière ou le parapluie SRT. Ils sont revenus avec ça. Ben oui, Street and Racing Technology. Hein. Tu te rappelles le véhicule de SRT? On a eu... du côté de la Viper, la Néon, le Challenger. Toutes sortes de véhicules qui étaient des véhicules de rue, en fait, tu sais, un peu dans le mouvement tuning qu'on a pu vivre ensemble parce que ça fait, je te rappelle, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, Vincent. Québec Tuning, ça dit quelque chose? Oui, exactement. Ouais. Puis, en 2024, vous vous rappelez, on a retiré le TRX de la lignée parce que justement, on s'en allait vers le moteur Hurricane et tout passait. Le V8 MI passait dans le tordeur. Et puis, pas trop longtemps après, on le ramène, évidemment. Ça a été annoncé le 1er janvier 2026, je me rappelle, le jour de l'an. Oui. Tim Keniskis est arrivé et a dit non, c'est ça. On réanime le dinosaure extrêmement performant qui est le TRX. Un véhicule que j'avais conduit puis que toi aussi t'avais conduit dans sa forme le vieux, mais pas si vieux que ça finalement. Évidemment, il n'a pas changé beaucoup ce véhicule-là physiquement. On a ajouté l'emblème SRT, on a rajouté certaines touches rouges là, comme les crochets de remorquage. Là, je pense qu'ils n'étaient pas nécessairement sur l'ancien modèle, mais essentiellement, c'est pas mal le même véhicule. Il est plus puissant. Oui, absolument. C'est ça, là, je m'en viens à la performance, un peu plus performant du moteur V8 MI 6.2 litres surcompressé. On a été travailler l'admission d'air. On a mis la distribution, les soupapes du Hellcat Red Eye. Alors on est capable de monter en tour minute, si tu veux, pour aller chercher 777 chevaux. Ça n'a pas de bon sens. Hein, quand même, hein, on voulait pas se faire déclasser, donc avec 777 chevaux, 680 livres-pieds de couple avec ce véhicule-là, on a reprogrammé également. Je pense qu'il y avait 650 à l'époque. Si je me rappelle bien, un petit peu plus un peu plus de. En tout cas, c'était déjà très suffisant. Même boîte de vitesse là, à 8 rapports. Évidemment, on a changé de l'architecture dans le RAM en changeant du RAM 1500 vers le Hurricane. On a mis à jour certains systèmes dans le véhicule, mais conduire le TRX, ça ressemble pas mal à ce que c'était. Écoute, on a une suspension Bilstein Black Hawk 2 avec 14 pouces de débattement à l'arrière et 13 pouces de débattement à l'avant. Ceux qui nous regardent en vidéo ont vu quelques petites cascades qu'on a faites avec le véhicule sur un circuit fermé là, de motocross qu'on a pu l'essayer. Évidemment, sur la route, le TRX,
avec toute cette poutine-là, toute cette vaisselle-là d'équipement en route, il y a un petit compromis qui est fait sur la conduite. Bon, je dis petit, peut-être un petit peu plus gros. C'est tellement large. C'est large, c'est un peu soft. Sur la route, c'est pas un véhicule avec lequel qu'on va faire de la conduite dynamique ou qu'on va pouvoir aller sur les routes en ville, par exemple, sinueuses ou quelque chose comme ça. Quoiqu'au Québec, on peut y aller, mais on va ressentir une différence côté confort comparativement à un Ram 1500 normal qui est reconnu pour sa conduite confortable. Évidemment, il y a toutes sortes de modes de conduite qu'on peut jouer avec. On m'a dit du côté des ingénieurs que j'ai essayé, si on le met en mode sport, un petit peu plus rigide, un peu plus adapté à la conduite de route. Et je suis sûr que si j'avais eu un petit peu plus de temps avec le camion, avec le mode sur mesure, custom, j'aurais pu me faire un mode avec des paramètres, aller chercher pas trop de réactivité, mais un peu plus de fermeté dans ma suspension. Je suis sûr que j'aurais été capable de me faire de quoi au quotidien. C'est la culture Chrysler Dodge, là. C'est la performance, c'est l'accélération, c'est la conduite en route. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant durant mon essai, c'était que quand on l'a sauté littéralement là, sur le circuit, ce véhicule-là, quand on atterrit, juste l'atterrissage, n'importe qui peut être dans le poste de conduite d'un TRX parce que le contrôle avec lequel le véhicule non seulement amortit, mais tu peux écraser la pédale de l'accélérateur pour repartir, sortir. C'est de la conduite Baja, là, littéralement. C'est impressionnant. C'est très, 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 très impressionnant. Évidemment, à l'intérieur, le TRX est extrêmement bien équipé, siège très confortable. On a le gros écran, évidemment. On a des appliques en fibre de carbone, des surpiqûres rouges, toutes sortes de technologies. On a même le système d'aide à la conduite de niveau 2, là, la conduite main libre de niveau 2, que j'ai essayé sur l'autoroute, qui fait un peu le même travail là, qu'un Super Cruise avec une navigation cartographiée là, sur certaines autoroutes sélectionnées. Essentiellement, là, un camion extrêmement bien équipé. Est-ce que ça va se vendre? Je pense que oui. C'est sûr. Je pense que oui, parce que, écoute, moi, j'ai essayé le RHO, là. Puis c'est un camion que je trouve qui roule plus doux, qui a des accélérations plus linéaires. En fait, le moteur Hurricane a plus de sens sur pas mal tous les plans en termes d'efficacité de conduite. Là. C'est plus linéaire. En route, le RHO a pas mal tout ce que le TRX a. Et puis, je l'ai essayé sur un circuit fermé similaire à ça, là, à Ann Arbor, là, justement, le RHO. Puis je me disais, wow, la réponse, juste sur quand le moteur tourne au ralenti sur l'idle, c'est beaucoup plus doux qu'un MI, mais t'as pas le son. Les gens vont aller avec le MI. C'était un peu comme le Ram 1500 quand on a ramené le 7.7 litres. Évidemment, les ventes, là, c'est un moteur qui est moins performant sur tous les plans, même dans les deux versions du Hurricane, le Hurricane ne donne pas sa place non plus, là, mais un moteur qui est c'est plus léger, ça roule plus rond, etc. Mais les gens vont aller avec le MI parce que quand est-ce que ça va se reproduire qu'on peut avoir? Peut-être que dans quelques années, on va le retirer encore une fois pour de bon et puis avoir un 6.2 litres MI surcompressé de 777 chevaux qui fait un bruit, mais adorable, là, une sonorité d'échappement adorable. C'est infernal. Je veux dire, la raison irait avec un RHO parce que justement, pour avoir toute la conduite en route, qu'est-ce que ça fait un camion de ce format-là dans un sentier? On ne le sait pas. Là, ça va. Puis le look aussi. Hein. C'est ça. On ne le sait pas, là, mais entre les deux, de la raison, mais le cœur. Bon. Avec le MI. C'est pour répondre à ta question, là, je suis pas mal sûr que c'est ça, le processus de dire, on a la chance de le revoir, ce camion-là. Go. Les constructeurs ne feraient pas des versions spéciales comme ça si ça se vendait pas. Exactement. Tous les constructeurs en font. Et c'est un camion qui est fait, c'est payé, le moule est payé. Puis il faut en prévoir d'autres dans les années qui viennent. Là. Toyota va se lancer dans la... Absolument. Fait que non, ça va. Fait que oui, je connaissais déjà la réponse. Je voulais qu'on jase un peu. Pour le prix, 144 995 de prix de départ. Wow. Frais de préparation de 2 995 $.
je suis capable de me monter un camion 200 000 là, avec tout dedans, là, tout inclus, tout ça, avec les options qu'on peut avoir. Là, je n'ai pas énuméré tous les équipements qui peuvent venir en option avec ce camion-là, mais fais-moi confiance, il y en a. Puis SRT va continuer à en ajouter parce que SRT est là pour ça, justement, là, d'ajouter et des nouvelles éditions et des nouveaux modèles, donc il va en avoir. Mais si tu regardes le F-150 Raptor Air, c'est 155 000 155 575 de prix de départ. Donc, si on compare prix de départ pour prix de départ, OK, tu as un meilleur marché, mais quand on commence à ajouter les équipements, là, tu peux devenir fou des deux côtés. Oh oui. Essentiellement. On peut perdre sa chemise assez rapidement avec ces véhicules-là. On change de registre. Je veux que tu me parles de Lotus. Parce que moi, j'étais chez Lotus cette semaine. C'est drôle, en même temps. Ben oui, je peux pas vous parler de la voiture que j'ai conduite puis de l'usine que j'ai visitée, qui est la Lotus Emira 420 Sport. Ça va aller à la semaine prochaine. Mais j'ai pu embarquer en tant que passager dans l'Elettra, qui est l'utilitaire électrique qui est débarqué là, chez nous tout dernièrement, puis que tu as pu mettre la main dessus. Histoire intéressante, hein, parce que le Lotus Elettra était déjà homologué pour le Canada en 2024. Arrivent les tarifs 100% du gouvernement Trudeau. Lotus sont comme « No, on ne peut pas vendre un véhicule 300 000 $. Parce qu'il est assemblé en Chine. Parce que c'est un véhicule Geely en dessous. Donc, ils se sont retirés. Puis là, dernièrement, l'entente entre Mark Carney et le gouvernement chinois avec ces véhicules chinois-là, ils ont dit, parfait. Ouais. Nous, notre véhicule est déjà prêt. Il est déjà homologué. Alors, ils sont déjà sur le marché en ce moment. On a pu le conduire à Montréal. Julien avait pu le conduire, notre collègue Julien Mado l'avait conduit brièvement à Toronto. Là, cette fois-ci, on a déjà donné un peu plus de temps. 1h30, c'est pas beaucoup, mais on a pu le conduire, puis j'ai pu l'essayer en masse sur l'autoroute. C'est une bombe. La version que j'ai essayée, carbone, 900 chevaux. Ouais. Écoutez, puis je n'ai pas de comparable Lotus. J'ai jamais conduit une vraie Lotus, le Nelly dans le temps. J'ai pas conduit ça. Je sais à quoi m'attendre d'une voiture de ce cas. Là, on est ailleurs. Là. C'est une brique, c'est lourd. Chaussé sur du 23 pouces seulement, des pneus à profil bas. Ça, pour le Québec, j'ai des doutes. Ah ouais, chaussé sur une courroie de distribution. C'est ça. Du moins, dans le mode track ou le mode sport, ça tapait assez dur sur les nids de poule. Mais très intéressant quand même comme produit. La direction très précise, la qualité de fabrication, la présentation, un écran central et des très minces affichages de chaque côté. Donc, c'est vraiment une autre philosophie. Mais j'en suis agréablement surpris. OK. Ouais. Donc, bon, là, c'est pas un véhicule qui est donné. Là. Puis évidemment, la version carbone, ce sera très, très rare chez nous. Lotus va plutôt miser sur les versions inférieures, qui commencent dans les environs de 120 000 $. Donc, oui, mais c'est un véhicule de 600 chevaux quand même. C'est très chic à l'intérieur, je trouve. Moi, en tant que passager, très confortable. Mais... Oui. On parlait avant d'ouvrir les micros comment que ça va à l'encontre de la philosophie de Lotus de Colin Chapman qui disait simplify and add lightness, c'est-à-dire simplifier et ajouter de la légèreté. Avec un véhicule électrique. C'est le contraire. C'est le contraire. Tout est plus compliqué et tout est plus lourd. C'est vrai, mais à la défense de Lotus, j'ai quand même conduit un véhicule très agile. Tu sais, il y a des véhicules électriques, des utilitaires électriques qui sont très puissants, mais qui n'ont pas une bonne tenue de route. On sent que le surpoids handicape le véhicule. Ouais, beaucoup de difficultés à gérer. Là. Il y avait quand même du poids ici. Là, en freinant, il fallait prendre ses distances. Il ne fallait pas que je suive une voiture dans son pare-choc. Ouais. Mais côté agilité, Lotus maîtrise encore ça, même si c'est un véhicule qui n'a pas rapport avec la vieille mentalité Lotus. Donc, pour ça, là, chapeau. Bravo. Chapeau. Peut-être qu'on peut espérer que Lotus va être capable d'appliquer dans le contexte d'un véhicule électrique, de simplifier et d'ajouter de la légèreté avec des composantes de châssis plus simples et des batteries plus légères. On l'espère. Parce que ça, c'est peut-être un des bémols. L'autonomie n'est pas terrible. Ah non, on est à combien? 400 km environ. Oh, OK, c'est pas beaucoup. Donc, en hiver, je sais pas. Ouais.
D'ailleurs, 400 km, c'est comme rendu dépassé. Là, quand on regarde, par exemple, du côté de BMW là, avec le iX3, le nouveau iX5, on est dans les 700 km. Ouais. Là, même le EX60 de Volvo, on est rendu au-dessus de 500 km. Donc, c'est pas... mais pour la conduite, on a... Chapeau. Bon. Je le répète, là, mais c'était assez intéressant pour ça. Je vais te parler de la Porsche 911 GT3. Cette voiture. Je pense que ça résume bien la voiture. Ouais, 911 GT3 qu'on a annoncé chez Porsche qu'on allait l'offrir en mode cabriolet, en modèle cabriolet. Moi, je pense que c'est la voiture qu'on aurait... Je m'étais jamais attendu à avoir une version cabriolet d'une GT3. Non. C'est un peu c'est un paradoxe, là. C'est contraire. La GT3 est une voiture de course. De piste. Adapté à la rue, si on veut, avec un 6 cylindres atmosphérique à plat qui révolutionne jusqu'à 9000 tours, une boîte manuelle à 6 vitesses, mais un rouage à propulsion. Ça fait 503 chevaux. Une voiture bonheur, là. Très de bonheur, absolument. Ouais, puis de bonheur dans la plage aussi. Et une voiture très agile, très légère. Et puis, chez Porsche, on s'est dit, il y a un modèle Touring. Vous reconnaissez la GT3 normalement avec l'aileron qui est surdimensionné à l'arrière. Ouais. Le modèle Touring est celle qui n'a pas d'aileron. On a quand même un petit faible pour cette voiture-là parce qu'elle n'a pas l'aileron. Qu'elle est belle. Toutes les caractéristiques pareilles de la GT3. Là, on se dit, le modèle Touring est tellement populaire qu'on va rajouter un cabriolet. Cabriolet, ça veut toujours dire plus de poids. Fait que c'est ça qui est un petit peu... contradictoire chez Porsche. Alors, la solution pour ça, c'est de mettre toutes sortes de composantes ultra légères pour compenser. Alors, on est allé chercher les ailes avant de la 911 ST. Ouais. Super léger. Les portes en fibre de carbone de la GT3 RS avec les petites ganses dans les pas les poignées de porte traditionnelles, les petites ganses là, pour tirer. On a des composantes en magnésium comme les roues en totalement magnésium qui sont disponibles dans le catalogue Porsche, mais qui sont de série sur ce véhicule-là, qui enlèvent 9 kg de masse rotative non suspendue. On a les freins carbone céramique qui enlèvent 20 kg de masse rotative non suspendue. On a l'assemblage du toit qui vient de la cabriolet, 911 cabriolet, mais qui a des pièces en magnésium dedans. Et puis, les ailes en arrière, ça vient de la 911 cabriolet. La boîte manuelle, elle est plus légère que la PDK, évidemment. Donc, la boîte manuelle, on l'a choisie, c'est essentiel. Chaque gramme compte. Normalement, sur une 911 GTS, un cabriolet, c'est 180 kg de plus. Là, on est allé chercher entre 34 et 70 kg selon comment on est équipé dans les ensembles. Parce que là, je peux pas comparer toute la 911 GT3 Touring avec la 911 GT3 SC puis tous les ensembles. Là, les poids varient. Mais on est en train de séparer des cheveux là, chez Porsche pour essayer d'offrir... c'est la philosophie Porsche. Oui. Alors... Côté conduite, je suis sûr qu'un ingénieur, un pilote d'essai, un pilote de course va dire « Ouais, c'est moins rigide parce qu'il n'y a pas de toit. Ouais, c'est un petit peu plus pesant, je le sens, le 30 ou le 40 kilos. » Pour le commun des mortels, c'est une GT3 quand même avec le vent dans les cheveux et la sonorité de ce moteur-là. C'est exceptionnel. C'est vraiment, vraiment le fun à conduire. Un flat six atmosphérique. Le plus gros problème, c'est le prix. Parce que ça coûte 60 000 $ de plus qu'une GT3 Touring. Touring. Wow. C'est beaucoup de sous. Ouais. C'est beaucoup. C'est quoi le PDSF? 313 000 $. Puis là, avec les options, on ajoute. Puis, évidemment, le véhicule d'essai que j'ai essayé, avec tout dedans, là, c'était 400 quelques mille dollars. Donc, c'est ça. C'est le prix. C'est un demi-million avec la taxe de luxe et tout. Puis tu te dis, t'achètes ça, puis t'as pas... Je veux dire, t'as une GT3, mais t'as une GT3 cabriolet. C'est comme... C'est la GT3, mais c'est pas la GT3. C'est un GT3 cabriolet. Donc, c'est un pensez-y bien dans cette optique-là. Par contre, les attributs techniques du véhicule sont exceptionnels. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi la réponse. Je suis sûr que ça va vendre, mais ça va être quoi la réponse à travers les années de ce véhicule-là? C'est une question qu'on peut se poser. Ça va se vendre très bien en Californie. Parce que c'est la première, là, GT3 cabriolet, là, évidemment. Dans l'histoire, c'est presque un non-sens. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment,
Toujours une voiture excellente. Très le fun à conduire. Et pour plus de détails, allez lire son texte. Ah oui, le texte sur le guide de l'auto, voilà. Évidemment. Rapidement, Porsche Cayenne électrique turbo, le modèle turbo. On a quelques minutes pour parler de ça. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ça, ce métier-là. Là. C'est le véhicule qui m'a le plus impressionné à l'accélération. Je n'ai pas tout essayé dans ma vie, là, mais je vous le jure, je le répète, je l'ai mentionné dans mon texte, dans mes vidéos, mes yeux étaient rendus... dans tes orbites? Un demi-pouce plus loin. C'est à ce point violent. Quand tu mets dans le mode le plus extrême, Sport Plus, c'est ce que j'ai retenu de ce véhicule-là. Ouais. J'ai même pas trouvé ça agréable tellement c'était... pas incontrôlable, c'était très contrôlé, mais c'était tellement impressionnant. Je vous dis, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Mm-hmm. Mais pour le reste... C'est une solide machine. Ouais. La tenue de route Porsche est là. Bon, la lourdeur aussi. C'est le cas de tous les électriques. Mais puis on a même une sonorité qui imite le V8 en plus. Oui, je sais. Qui est pas... C'est pas un V8. Mais on s'en approche. Ouais. Il y a quelque chose... Tu sais, Porsche tente quelque chose avec le Cayenne. Mais là, avec ce qui se passe avec le Macan, j'ai comme des doutes, ouais. Mais Porsche est rendu là. Je veux dire, ce Cayenne-là est beaucoup plus performant que tous les autres Cayennes avant. Là. Tous les Cayennes thermiques sont dépassés par le Cayenne électrique turbo en termes de puissance. Ouais. En termes d'agrément, c'est peut-être mieux avec un turbo GT, là, qui est la version la plus épicée du côté thermique. Du côté thermique. Mais c'est une affaire que j'ai mentionnée à Marc Lachapelle la semaine dernière. C'est dans les catalogues de véhicules chez Porsche, des utilitaires, par exemple, bon, en l'occurrence Macan et Cayenne, quand tu essayes les modèles thermiques, un en arrière de l'autre, tu vois une très bonne différence entre ces modèles-là. Tu sais, le 4 cylindres, le 6 cylindres, le GTS versus un Macan de base. Oui. Cayenne, la même chose. Tu essayes le turbo, tu essayes un Cayenne de base. C'est comme un monde, ou un hybride, c'est comme des mondes de différence. Tandis que dans les électriques, tu vas essayer un S, un turbo, la puissance est vraiment augmentée. Mais la différence en termes de tenue de route, ça va tout extrêmement bien. Mais le comportement est très similaire entre les véhicules. Très similaire. Ouais, OK. Très similaire. Je suis d'accord. T'es d'accord avec ça? Parce que lors du lancement, on avait conduit aussi les versions Cayenne, en fait, électriques, sans turbo. Fait qu'un bon milieu, c'est comme un Cayenne S électrique. Que tu as pu conduire? Oui, exactement. Ouais. Puis, mais tu n'as pas le droit d'en parler pour l'instant. Non, j'ai le droit d'en parler. Alors, parlons-en. On n'a plus beaucoup de temps, mais je peux te dire que c'est un bon milieu. Tu sais, t'as pas besoin de 1000 forces, là, comme dans le Cayenne Turbo, où c'est 1000 quelques chevaux. Puis c'est ça l'automobile. C'est ça. C'est souvent ça. C'est souvent le modèle du milieu qui se vend le mieux, qui répond le plus aux besoins, qui est un peu plus sportif, sans être trop. C'est ça l'histoire automobile. Ouais. Merci Vincent d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi d'automobile. J'espère que tu vas pouvoir revenir une fois de plus au podcast puis qu'on va pouvoir encore... jaser. Ouais, sortir des nouveaux arguments pour les utilitaires, les voitures électriques et puis les voitures, le fun à conduire qu'on a l'opportunité de conduire. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous. On se revoit dans 2 semaines avec plus d'actualités et plus d'essais. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.